Cette série de capsules vidéo présente le traitement de variables quantitatives continues. Donc, il fait suite aux capsules vidéo sur le traitement de variables quantitatives discrètes et variables qualitatives ordinales et nominales. Alors, la particularité lorsqu'on veut traiter une variable quantitative continue, c'est que si on veut faire le dénombrement des valeurs prises une à une, le problème, c'est qu'on va se retrouver avec un très, très, très grand nombre de valeurs distinctes. Donc, imaginez-vous la variable, par exemple, le temps pour faire un examen, supposons, et pour chaque individu, un exemple de données serait, bon, il y en a un que ça lui a pris 120 minutes, l'autre, ça lui a pris 85 minutes, l'autre 86 minutes, l'autre 132 minutes. On se retrouve avec beaucoup, beaucoup de valeurs distinctes. On peut même aussi considérer le temps avec les virgules et on réalise que le fait de représenter tout ça dans un tableau de distribution fait en sorte qu'on a presque tous les individus dans la colonne de la variable avec comme effectif un ou deux. OK? Ce qui rend la tâche de création de tableau de distribution plutôt inutile, puisque l'objectif du tableau est de résumer la situation. Alors, pour remédier à la situation, ce qu'on va faire, c'est utiliser des classes, c'est-à-dire des intervalles de valeurs pour regrouper les données entre elles. Alors, on va y aller avec un exemple qui se lit ainsi. On a demandé à tous les travailleurs d'une usine le temps qu'ils mettent pour se rendre au travail. Comme les 230 travailleurs mettent tous entre 0 et 60 minutes pour s'y rendre, on a groupé les résultats en 6 classes égales de 10 minutes. Alors, vous avez le tableau ici devant les yeux qui présente les différents temps pour se rendre au travail et l'effectif, la fréquence relative et la fréquence relative cumulée. Attardons-nous d'abord au titre. Donc, je vous rappelle la recette pour le titre, la répartition des unités statistiques en fonction de la variable. Ici, les unités statistiques, ce sont les 230 travailleurs de l'usine. Et la variable, c'est le temps mis pour se rendre au travail, ce qui nous permet d'avoir le titre répartition des travailleurs en fonction du temps pour se rendre au travail. Donc, vous remarquez qu'on a les mêmes colonnes que lorsqu'on a fait le traitement de variables quantitatives discrètes, sauf l'ajout d'une colonne qui s'appelle la colonne point milieu. Cette colonne-là va nous servir à certains endroits, donc entre autres pour faire un graphique qui va s'appeler le polygone de fréquence, et ça va aussi nous servir pour le calcul de mesures statistiques que sont la moyenne et l'écart type. Alors, en soi, ce n'est pas une colonne qu'on présente dans notre tableau de distribution lorsqu'on le met au propre, mais voici comment on la remplit. Donc, c'est le point milieu de la classe. Donc, ici, on a la classe de 0 à 10, donc de 0 inclusivement jusqu'à 10 exclusivement. Donc, ça implique que tous les gens qui prennent moins de 10 minutes pour se rendre au travail, ici, il y en a 32, c'est-à-dire 13,91. Alors ici, le point milieu, ici, c'est la moyenne entre la borne inférieure qui est 0 et la borne supérieure qui est 10. La moyenne entre 0 et 10, c'est 5. Et si on fait la moyenne pour l'ensemble des classes, on obtient comme milieu de classe 5, 15, 25, 35, 45 et 55. Donc, à nouveau, ces données-là ces nombres-là vont être utiles pour un traitement plus tard. Donc, quelques remarques qui sont des remarques en fait supplémentaires par rapport en plus de celles qui avaient déjà été faites pour le traitement de variables quantitatives discrètes. Alors, c'est des caractéristiques particulières lorsqu'on a un tableau de distribution de fréquences qui est groupé en classes. Alors, plutôt que dans la première colonne d'énumérer toutes les valeurs, donc ce qu'on va faire, c'est faire des intervalles de valeurs. Par convention, je dis bien par convention, la borne inférieure de la classe va être inclue et celle de la borne supérieure va être exclue. Alors, à cet effet, donc on remarque qu'ici, dans notre tableau, la borne inférieure 0, 10, 20, 30, 40, 50 sont inclus et les bornes supérieures 10, 20, 30, 40, 50 et 60 sont exclus. Donc, il faut s'assurer que ce soit le cas. Si ce n'était pas le cas, par exemple, que le 10 était inclus dans la première classe, on se retrouverait avec une ambiguïté puisque les travailleurs qui mettraient 10 minutes pour se rendre au travail se retrouveraient dans deux classes simultanément. Donc, il faut s'assurer de l'exclusivité des classes. Donc, d'où l'importance de
d'ouvrir une borne et de fermer l'autre. OK? Donc ici, on va le faire par convention tel que je le présente actuellement. Remarque numéro 2, la colonne qui est ajoutée, c'est la colonne du point milieu. On l'obtient en faisant la moyenne des bornes inférieures et supérieures. Ça, je l'ai mentionné précédemment. En général, les classes sont de même largeur. Okay? Dans le contexte du cours, on va essayer de s'en tenir à cette particularité-là. Toutefois, il existe certaines situations où la largeur des classes peut varier pour donner une meilleure représentation et s'assurer d'éviter d'avoir, par exemple, un certain nombre de classes vides. Alors, il est possible de mettre des classes de largeur différentes. Dans certains cas, il est aussi souhaitable de traiter une variable quantitative discrète comme s'il s'agissait d'une variable quantitative continue. En effet, lorsqu'une variable discrète a un trop grand nombre de valeurs distinctes, donc supposons qu'on demande à un groupe d'individus leur âge, donc l'âge qui est une variable discrète, mais supposons que les gens ont des âges très variés, on pourrait se retrouver avec beaucoup, beaucoup de valeurs distinctes. Dans ce cas, faire un tableau de distribution tel qu'il a été présenté avec les variables discrètes, ça devient inintéressant. Donc, il est possible de regrouper en classe aussi les situations où on fait le traitement d'une variable quantitative discrète avec beaucoup de valeurs distinctes. C'est même suggéré. Alors, ça devient une belle solution. Alors, tout le traitement qui va suivre, c'est le traitement pour les variables quantitatives continues, mais aussi pour les variables quantitatives discrètes avec un très grand nombre de valeurs distinctes. On va maintenant s'attarder aux différents graphiques qu'on pourrait faire avec une variable quantitative continue, à commencer par l'histogramme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un histogramme? En fait, c'est un diagramme à bande verticale, mais avec les bandes qui sont collées. Alors, pourquoi on colle les bandes? C'est pour illustrer la continuité de la variable. On réalise ici que l'axe des X, OK, est comparativement à l'axe des X pour les variables discrètes, c'est un axe qui est continu. Pour l'axe des Y, OK, on a le même principe que pour les variables discrètes. On a soit le pourcentage des unités statistiques ou le nombre d'unités statistiques. Ici, on a opté pour le pourcentage. En ce qui concerne le titre, c'est le même titre que le tableau. Donc ici, il y a une petite nuance. Le titre est légèrement plus précis. On parle de la répartition des 230 travailleurs selon le temps mis pour se rendre au travail. Sinon, au niveau de la construction du graphique, OK, dans Excel, ça va être relativement similaire. OK, on a vu avec la variable quantitative discrète le diagramme en bâton. OK? Donc ici, c'est pour illustrer la particularité discrète de la variable. Donc, on a un trait tout simplement pour chacune des valeurs. Donc, ça, c'est le diagramme en bâton. Deuxième diagramme, on avait le diagramme à bande verticale, OK, qu'on utilisait pour les variables qualitatives. Et la nouveauté, c'est l'histogramme. Donc, les bandes sont collées pour illustrer la continuité. Donc, si on décollait les bandes, c'est comme s'il y avait des trous entre les différentes classes. Puis, on veut éviter ça, sauf évidemment s'il y a des classes qui sont vides, dont l'effectif vaut 0. Alors, dans ce cas-là, oui, il y aurait des bandes qui ne seraient pas collées. Alors ici, dans Excel, on va faire le graphique, ces trois graphiques-là de la même manière. La seule chose qu'on va changer, c'est la largeur des bandes. Deuxième graphique qu'on peut faire pour illustrer la répartition des unités statistiques selon la variable, s'appelle le polygone de fréquence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un polygone de fréquence? Ça permet de mieux illustrer le fait que la variable est continue. C'est une version un peu plus lisse de l'histogramme dans laquelle on a relié les points milieux du sommet des bandes verticales. Donc, à titre indicatif, on peut dessiner le polygone de fréquence directement sur l'histogramme. Pour ce faire, on va chercher le point milieu au sommet de chacune des bandes de l'histogramme. Donc, d'où l'intérêt dans le tableau de connaître le point milieu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les relier ces points-là entre eux, comme ceci.
Désolé, ce n'est pas très précis, mais avec une règle, ça donne un très beau résultat. Donc, avant de poursuivre sur le dessin ici, on va aller voir certaines remarques. OK? Euh, on va aller voir les remarques sur le polygone de fréquence. Je vais reculer en arrière ensuite. Alors, un polygone de fréquence doit être fermé aux deux extrémités. Alors, comment est-ce qu'on ferme le polygone? Alors, il y a certaines particularités, certaines règles à suivre. D'abord, pour ce faire, il suffit d'ajouter à gauche et à droite, si c'est théoriquement possible, des classes fictives. Ces dernières doivent être de la même largeur que leur classe adjacente. Alors, je vais reculer en arrière. Je vais même aller dans l'histogramme. Donc, dans l'histogramme ici, une classe fictive, c'est une classe avec un effectif nul. Okay, par exemple, ici, de 60 à 70. Donc, de la même amplitude que la classe adjacente. L'amplitude, c'est la largeur des classes en passant. Donc, ici, l'amplitude ou la largeur entre 50 et 60, ça vaut 10. Je me crée une classe fictive entre 60 et 70 et je me mets l'effectif à 0. Ça me permet de fermer ici mon polygone de fréquence. En passant, si mes droites semblent tout croche, là, ça serait supposé être des belles droites bien précises. Notez la fin de la remarque ici. Si c'est théoriquement impossible d'ajouter une classe fictive, on parle de théoriquement, par exemple, dans l'exemple ici, c'est impossible en théorie d'avoir des temps qui soient inférieurs à 0. Alors, on va fermer le polygone au même endroit que l'histogramme. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie qu'ici, évidemment, on ne peut pas se créer une classe fictive de moins 10 à 0, du temps négatif, ça n'existe pas. Alors, plutôt qu'aller fermer le polygone au milieu, c'est-à-dire à moins de la classe fictive qui aurait précédé, c'est-à-dire à moins 5, on va venir le fermer à 0, comme ceci. Et ainsi, on aura le tracé du polygone de fréquence, comme vous avez ici devant les yeux. Donc, l'intérêt du polygone de fréquence, comme j'ai indiqué, c'est que ça rend une version un peu plus lisse, un peu moins carrée de la distribution des données qu'avec l'histogramme. Un autre avantage du polygone de fréquence, qui est indiqué ici, c'est qu'il permet d'effectuer de multiples comparaisons entre différentes séries statistiques. On peut le faire en superposant les graphiques. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec l'histogramme sans rendre le graphique illisible. On peut très bien le faire avec le polygone de fréquence. Pour ce faire, on pourrait se tracer un deuxième polygone. Supposons qu'il y aurait une deuxième usine dans la même ville et où on poserait la même question avec la même variable, soit le temps mis pour se rendre au travail, avec des résultats distincts. Donc, par exemple, on pourrait avoir un polygone de fréquence qui ressemble à... Je vais peut-être... Il est comme ceci. Comme ceci. Et là, ça permettrait de comparer deux séries statistiques entre elles. Donc, on verrait que ma deuxième série, ma série en rouge, juste à regarder le graphique, on voit que le temps pour se rendre au travail est plus élevé. Donc, à voir comment le graphique est déplacé vers la droite. Donc, ça serait un des avantages de l'utilisation du polygone de fréquence. Mais faites à noter, et l'histogramme et le polygone de fréquence présentent les mêmes informations, soit la répartition des unités statistiques en fonction de la variable. C'était aussi le cas de tous les autres graphiques que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Le prochain et dernier graphique que je vais vous présenter s'appelle la courbe de pourcentage cumulé, aussi appelée ogive. Donc, je viens de vous dire précédemment que la courbe de fréquence de pourcentage cumulé ainsi que l'histogramme présentaient la même chose. Ici, cette courbe-là présente autre chose. C'est pour ça que le titre est différent. Vous voyez, plutôt que parler de répartition des travailleurs, on parle de courbe de pourcentage cumulé des travailleurs. Donc, comme son nom l'indique, ce que je vais présenter ici, c'est le cumul des données pour la série statistique. Pour ce faire, je vais reculer en arrière dans mon tableau. C'est la meilleure façon de vous présenter la situation. Donc ici, si on regarde à 10 minutes, OK, on a accumulé 13,91 des travailleurs.
Donc, 13,91 des travailleurs prennent moins de 10 minutes pour se rendre au travail. Ensuite, on a 33,91 qui prennent moins de 20 minutes pour se rendre au travail. Fait qu'on va illustrer ce cumul-là en allant chercher la borne supérieure et le pourcentage cumulé. Donc, c'est ce qui est indiqué ici. Okay, les deux parenthèses ici, c'est comme des points de coordonnées. Donc, par exemple, ici, le point de coordonnées X vaut 10, puis Y vaut à peu près 14 %. Donc, c'est le pourcentage cumulé lorsqu'on a atteint 10 minutes. Lorsqu'on a atteint 20 minutes, on a le point 20, la bande supérieure de la classe, et on a atteint 34 %, et ainsi de suite. Notez que la courbe, elle est, puisqu'il s'agit de pourcentage cumulé, va être nécessairement toujours croissante, puisque le cumul, c'est toujours croissant. Notez qu'on part à 0 et qu'on finit à 100 % lorsqu'on atteint la borne supérieure de la dernière classe. Donc, quelques remarques. Donc, j'ai mentionné la remarque sur le titre. Donc, le graphique commence de la borne inférieure de la première classe à 0 % et se termine à la borne supérieure de la dernière classe, 0 %. Tel que mentionné précédemment, comme les pourcentages cumulés sont toujours croissants, il en va de même pour le GIF. Une chose intéressante qu'on va pouvoir faire avec le GIF, c'est approximer les quantiles ainsi que la médiane. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aller identifier, estimer, directement sur le graphique.